Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je ne suis pas seul, j'ai invité à la maison l'ami l'endimanché du ciné. Comment vas-tu? Ça va. Les vacances. Ouais, on a tout fini, mais c'est pas grave. Mais pourquoi es-tu là? Bon déjà parce que t'avais envie, je suis de voir. c'est ça déjà. Mais on s'est dit, on va profiter de l'occasion avant de reprendre nos travaux respectifs pour parler du deuxième volet de The Amazing Spider-Man, parce qu'il y a quelques semaines on a parlé du premier, on va parler du second qui s'intitule The Amazing Spider-Man 2 en VO. Bon, mais en VF ils ont rajouté le destin d'un héros. Du héros? Du héros ou d'un héros? Du héros. Du héros. Ouais, d'un héros. D'un héros? Bref. C'est pas grave. Toujours, et c'est toi le spécialiste, hein, parce que moi je découvre, toi tu connais ce film par cœur. J'ai vu 6 fois, mais c'est ça. Et t'as pas lu le titre. Réalisé par Mark Webb, toujours qui tisse sa toile derrière la caméra, comme le premier, et au casting toujours, évidemment dans le rôle de Spider-Man, Andrew Garfield, à ses côtés Emma Stone, qui teste de nouvelles perruques pour l'occasion. Qui jette des pierres, Et puis alors, il y a d'autres acteurs qui apparaissent, hein. Jamie Foxx, qu'on a pu voir dans Django Unchained. Le renard, c'est ça, Garfield Fox. Dane DeHaan, qui a également joué dans Chronicle. Oui, Lan, c'est vrai. Ou dans Valérian. Et puis on peut citer aussi Felicity Jones, qu'on a pu voir dans Rogue One. Ah oui, Rogue One. Voilà. Ou Sally Field, qui est de retour aussi dans le rôle de la maman de Peter Parker, la tante, pardon, de Peter Parker. C'est pas grave. Et il y a aussi Paul Giamatti qui joue un russe. Un russe, oui, voilà. Avec un accent remarquable. Comme c'est un film américain, le russe sera forcément gentil. Bien sûr, adorable même. Et du coup, allez, pour faire ça, ça se déroule quelques mois après le premier film. Oui, 2 ans. Ouais, quelque part. Oui, de toute façon, c'est sorti 2 ans après. Donc, oui, quand même, il y a quelques... Parce que là, ils sont du temps, et à la fac. Les cheveux, sont plus matures. Ils sont à la fac, je crois. Enfin bon, je sais pas, on s'en fiche. Bah si, et donc, Peter Parker... Non mais Peter Parker... Tu connais celui de Parker, mais... Oui, donc je connais Peter Parker est toujours Spider-Man, voilà, il sauve, il est populaire à New York, tout ça, il y a des enfants qui l'aiment, etc. Même il y a une scène avec un enfant, voilà. Et bon, comme à la fin du film du premier, oui, on spoil un peu le premier quand même, le père de sa copine, Gwen Stacy, étant décédé, il lui a fait une promesse, laisse-la en dehors de tout ça, mais il ne tient pas vraiment sa promesse, il sort toujours avec elle. Bon, bref. Et il va y avoir d'autres méchants potentiels face à Spider-Man dans le film, donc encore New York à sauver, etc. Et au début, on apprend plus sur les parents de Peter Parker qui sont censés être morts, et on a à peu près la même scène de flashback qu'au début du premier, paraissent sur 20. Raconter, on fait la même chose. Et donc il va se passer pas mal de choses, blablabla, synopsis, simple, c'est un film de super-héros, et des méchants, il y en a pas qu'un. Et ça, c'est exact, c'est exact. Puis il y a l'argent, et puis aussi la survie, voilà, dans les thématiques. Mais du coup, que penses-tu de ce film qui est assez décrié, comme le premier, j'ai envie de dire. Mais quel est ton avis sur ce film? Je crois que c'est un de tes préférés des années 2010. Ah ouais, voilà. Oui, moi j'adore ce... Allez-y, jetez les tomates. Non, moi j'aime beaucoup ce film. Alors déjà, oui, on parle du précédent. Pour moi, il est bien meilleur, même si j'aimais déjà beaucoup Amazing 1. Amazing 2, oui, pour moi, c'est même, on va dire, la référence, on va dire, super-héroïque des années 2010, on va dire, vraiment. Il y en a de très bons, des films du genre, dernièrement, mais celui-ci particulièrement, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que, bon, on va sûrement y revenir, mais oui, on pense toujours à la trilogie de Sam Raimi qui est passée un petit peu avant, forcément, donc on ne peut pas être insensible et oublier les films précédents. Et non. Ce qui t'a peut-être posé problème, nous verrons, mais en tout cas, c'est inédit. Oui, non, bon, c'est interrogatoire. Et puis moi j'adore donc la définition super-héroïque du film. Alors oui, ça peut être déjà un petit peu travaillé, mais avec le regard que nous avons donc sur les parents. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne parlait pas beaucoup des parents jusque-là. Enfin, dans le premier Amazing, mais je veux dire, c'est quand même l'angle d'attaque, on va dire, avec ce film. Et oui, on va y revenir, mais plein de méchants qui s'entremêlent. Bon, alors oui, on a l'impression d'être dans un microcosme, c'est-à-dire que là, concrètement, l'univers se résume à tous les personnages qu'on voit là-dedans, et il y a du hasard, ça c'est sûr. Alors du hasard ou du destin, c'était pour ça. Ben oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. En même temps, c'est le destin d'un héros. Du héros. D'un héros. Oui. Donc moi j'aime beaucoup, vraiment, je suis content, voilà. Bon, si vous avez suivi la première vidéo, j'avais dit que j'étais mitigé sur le premier. Et là, c'est la cata. Petit 6 sur 10, tout ça. Et là, il faut avouer quand même que c'est à la fois
mieux et plus bordélique que le premier. Donc, oui, voilà. entre deux eaux. C'est ça. C'est que le fait est que c'est spectaculaire, assumé, c'est généreux. Ah oui, c'est un film très généreux en super-héros, en méchant, en effets spéciaux, action, tout ça. Oui. Parfois même que, bah, en fait, bon, mais ça passe. Hein. Oui, des ralentis, tout ça, on se croirait dans un film de Zack Snyder. Oh bah non, alors là non. Oui, non, mais dans les ralentis des scènes d'action. Attention, dans les scènes d'action, mais bon. Non, parce que j'ai toujours trouvé les films ennuyeux. Oui, mais tu n'as pas vu Watchmen de Zack Snyder, parce qu'il y a des moments où on peut penser à Watchmen, notamment sur le méchant, dont on dira plus sur la zone spoiler, qui est nommé Electro, hein, voilà, qui sort tout droit d'un film genre Avatar, Les Schtroumpfs ou Watchmen. Patine. Oui, il n'y a aucune limite à mon pouvoir, enfin, vraiment, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments, bon, on en parlera dans la zone spoiler. Cependant, le problème du film pour moi n'est pas dans son accomplissement, ça joue bien, c'est bien monté, c'est bien filmé, ça passe. La romance continue et finalement elle est plus digeste que le premier film parce qu'elle est installée. Là, voilà. Je suis d'accord. Mais le souci du film, c'est qu'il y a de la surenchère au niveau des antagonistes et c'est dommage parce qu'autant garder un méchant principal est bien développé et en fait on tombe dans les travers de Spider-Man 3 dans ce film. Tout simplement de Sam Raimi. Mais c'est exactement ça. Oui, parce que, oui, voilà, t'as un antagoniste, puis à un moment t'en as un autre, et puis on comprend machin, tout ça, puis à partir du milieu du film, le deuxième antagoniste, sans en dire plus, se développe et se... voilà. Bah il passe devant, on va dire. Oui, mais du coup t'as un build-up en escalier qui écrase le premier méchant, qui était pourtant hyper intéressant sur moi, Jamie Foxx. Évidemment, oui. Mais c'est ça. Oui, mais il fallait un méchant plus intelligent, plus. Mais autant à ce moment-là, et davantage lié à Spider-Man. Enfin, oui, mais autant en faire en sorte, à ce moment-là, dans le scénario, de les lier très vite. Les deux méchants dès le début. Dès le départ, ils sont liés quand même. Ouais, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Société, oui. Parce que le personnage de Jamie Foxx, il est là en mode je suis rejeté de tout le monde et tout, donc je veux la célébrité. Ah oui, l'argent, la célébrité. Enfin, pas l'argent lui, mais la célébrité, il va être reconnu. L'argent, tu disais la thématique de l'argent. Si. Bah si, l'homme d'affaires bras droit de Oscorp là, oui, d'accord. qui lui il veut de l'argent, Norman lui-même. Ah oui, l'argent. Il voulait l'argent parce qu'il a passé des trucs avec des militaires, bon bref c'est pas un spoiler, ça c'est pas très intéressant parce que c'est vite fait évoqué et voilà. Mais quand même. Les tantes, oui, la tante et pas la mère du coup. Mais tu vois si j'ai bugué au niveau de la mère c'est que au niveau des parents, on y revient. Là c'est bien parce qu'on a enfin un développement qu'on va pas encore dire dans la zone qui éclaircit beaucoup de choses. Oui, avec cette scène d'intro, donc flashback, puis elle se suit, le flashback du premier film se suit en fait. Ici, avec une scène dans un avion et on se croirait dans Indiana Jones, le temple maudit. Quoi. Bon là, il saute pas en mode canot pneumatique dans la neige, quoi. Parce que, voilà. Mais oui, c'est d'ailleurs celui qui joue le père de Peter Parker, il dit ah tiens, il ressemble un peu à Harrison Ford. Ça a failli finir pareil. Non, mais ça c'est bien développé et on a un bel arc dramatique qui se noue évidemment, père et fils à distance, parce que il y a des années qui les séparent à ce moment-là. Ça c'est sûr. Et à un moment, on nous réintroduit aussi les personnages de la trilogie Sam Raimi, mais on y reviendra dans le spoiler. Est-ce que c'était nécessaire d'en revenir là? Parce que moi je pose une question. C'est un reboot, remake, enfin pas remake, réadaptation, reboot de la trilogie Spider-Man. Donc évidemment tu as Peter Parker qui revient, mais je crois savoir, moi je ne connais pas grand chose, mais en comics c'est très riche. Est-ce qu'il y avait une obligation de faire revenir un des personnages là? Voilà. Mais vu le premier film forcément, puisque on est lié à cette corporation, etc. Mais là à un moment je me suis dit ok, mais quand même c'est dommage parce que dans la première trilogie c'était tellement culte et iconique que là forcément passer après ça marche moyen. On y reviendra en zone spoiler. Sinon d'autres choses à dire, bon la mise en scène ça passe. Mais quand je disais Snyder, ça ressemble pas spécialement à Snyder, mais dans les combats, cette mode des ralentis, c'est Snyder qui l'a installé. Voilà. Un petit peu la colorimétrie aussi qui est un petit peu Snyderienne par moment, mais... Je m'en ai pas vu le même film. Non mais attends, parce que tu l'as pas vu, son Watchmen... Ah oui, non mais d'accord. De Zack Snyder, il y a des moments où j'ai ressenti un petit peu des influences à la Watchmen, peut-être des influences Nolan aussi, pour la trilogie Batman. Pour moi il y a du... Oui mais là c'est... Ça, il y a ça, et même qu'au-delà de la trilogie Batman, il y a aussi un moment père et fils Inception. Là. Oui, je me rappelle plus très bien. Mais voilà. Et même à un moment Interstellar à travers un écran. Mais bon, après ça c'est des clins d'œil, surtout qu'Interstellar a dû sortir un peu avant. Là, un peu comme dans le 1, on pouvait penser à Jurassic Park. Oui, voilà. Mais bon, après voilà, ce film c'est vraiment
tu l'as dit, et c'est vrai, même si on n'est pas d'accord sur le ressenti de l'appréciation, c'est très représentatif des films de super-héros des années 2010. Oui, donc pour toi, ça va pas. Disons qu'il y a une marvelisation du Spider-Man avant l'heure un peu aussi, même si c'est très différent niveau ambiance quand même. Mais niveau ambiance, déjà, on n'a qu'un seul super-héros oui, non, mais il y a eu des fans des films du MCU avec un seul super-héros. Là, je parle pas des Oui, d'accord, mais tu peux jamais t'imaginer que tu vas avoir un super-héros qui va venir tenir la grappe à Spider-Man et l'épauler. Là, il est vraiment, bon, un peu... Bon, il a des alliés, non, mais s'il a des alliés, ce sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir, qui sont des citoyens. Oui, non, mais ça c'est bien. C'est pas poussé, mais. Non, mais c'est pas poussé, mais je veux dire, c'est ça, pour moi, la définition fondamentale, c'est que t'es pas dans l'univers étendu déjà, donc à partir de ça. Si ce n'est la scène avec le petit enfant, qui est mignonne, qui va avoir une répercussion, voilà. Oui, enfin là, il y a pas. Petit enfant avec son éolienne. D'accord, mais il va pas se transformer en Spider-Boy, quoi. Ouais, mais ça aurait été intelligent d'ailleurs. Mais bon, faut une petite araignée qui passe, ah, Spider-Boy. Non, mais. D'ailleurs, t'as vu qu'il construit une éolienne et tout. Il y a un message climatique écologique dans le film, avec l'électricité, hein, avec les anguilles et tout, on va y arriver. Oui. Très méchant les anguilles et tout. Mais le but de la Oscar à la base n'est pas mauvais hein, sur le papier, mais voilà, comme d'habitude, les dérives de la science et aussi la folie des grandeurs. La folie des grandeurs ou la folie tout court. C'est là, on n'a pas des vrais méchants, hein, c'est ça. Et du coup, bah, allez, on va y aller, parce qu'il y a des choses à dire sur la fin que je trouve un peu bancale malheureusement, mais il y a des raisons. Du coup, on rentre dans la zone... Spoiler. Voilà. Du coup, et si on commençait par la fin? Comme ça, on va remonter tel le... C'est ça, on va remonter tel le saumon à la rivière ou l'anguille, hein, d'ailleurs. Mais cette fin, qui nous annonce et qui nous tease... D'accord, je t'écoute. Un Amazing Spider-Man 3 qui n'a jamais eu lieu. Non, qui n'aura jamais lieu. Qui n'aura jamais lieu, sauf si dans un des univers parallèles du MCU on s'y retrouve. Et qui nous présente donc le potentiellement Sinister Six qu'on ne verra jamais, ou dans la version avec Tom Holland. Et le souci, c'est que le film se termine, donc voilà, bon, on va y revenir, hein, la mort de Gwen Stacy, le bouffon vert, parce qu'il est là, hein, évidemment, qui se fait emprisonner, et puis avant Electro qui meurt, ça c'est au final. Mais à la fin, on va te rajouter une sorte de scène post-générique avant le générique, ce que c'est original, tu vas me dire, où on se retrouve avec le méchant russe du début, joué par Paul Giamatti, qui se transforme en Rhino. Oui. C'est très moche, le design d'ailleurs. Mais ça a été fait, on sent que ça a été fait à l'arrache à la fin, je sais pas pourquoi. Et du coup, ça te fait un contre-climax, ce final, qui est censé te teaser quelque chose d'après. Oui, que tu as déjà la sensation de voir, c'est ça. Et on te remet un méchant gratuit à la fin. Et ça, c'était pas utile. Mais il fallait bien qu'il revienne, il allait pas revenir pour choper une dame qui se faisait voler son super. Pourquoi pas. En plus, c'est vrai qu'il revient, oui, parce que pendant plusieurs mois où il a décidé de ne plus être Spider-Man, il revient pile au moment. Oui, mais c'est un abruti, le gars. Alors du coup, ils se sont dit, on va faire un test avec un zozo, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Mais c'est là où on en revient au destin, au hasard, hein, aussi. Oui, mais bon, il y a de ça dans tous les films, quand même. Ah, bien sûr, mais là, oui. Bon, mais bon, voilà. Donc cette fin, voilà, on aurait pu... En fait, on aurait pu avoir toute cette scène, machin, post-générique, à la rigueur. Oui. Voilà, les funérailles de Gwen Stacy, tout ça, fini le film là-dessus. Oui, enfin bon, si, à la rigueur, c'était quand même content de voir Spider-Man revenir, quitte à ce qu'il revienne, autant que ce soit quand même pas dans une post-générique qui réduit un peu l'ampleur malgré tout. Il y en a qui disent quand même que le scène post-générique, ça peut se comprendre, hein. Moi j'avoue que j'ai pas spécialement d'avis sur le sujet, mais c'est pas vraiment le film, donc bon, faire revenir Spider-Man à la fin, non, mais oui, mais le problème c'est que ça appelle à une suite, mais je peux pas en vouloir à la qualité du film, quoi. C'est juste que c'est pour des raisons diverses et variées, on n'a pas eu le 3. Mais ça je suis d'accord, mais... Le faire revenir, c'est important, mais à la rigueur, oui, il revient au hasard, comme ça, mais il sauve le petit garçon, le Spider-Boy, c'est tout, d'un autre problème. Et après, cette post-générique, tu vois, donc, l'homme, je sais pas quoi, masqué, le gentleman, là, qui va voir l'autre en prison, et qui, hop, on voit Rhino qui sort, et hop. Parce que là, ça te donne l'impression de revoir un combat qui est non fini, à la fin d'un film, où tu as un gros climax avant, puisque, bon, on y revient, on remonte le saumon. Gwen Stacy meurt. Donc ça, c'est logique. C'est logique, c'est osé, mais ça passe, on sent qu'il fallait du drama. Justement pour imaginer un Amazing Spider-Man 3 plus sombre qu'on ne verra jamais. C'est un peu ça. C'est ça. C'est ça le problème. Bon, elle meurt à un coup du lapin. Voilà, c'est pas parce que tu vas sauver quelqu'un avec une toile que... voilà. Oui, voilà. Avec,
très belle fin à ce niveau-là sur l'horloge qui explosait et le temps s'arrête sur la là, mort. Hein. c'est très symbolique, c'est vraiment très très bien. On en revient à Watchmen. Cinéma, faut que je le vois. Ouais, mais je pense que tu apprécieras au-delà de Snyder, parce que t'es pas un grand fan de Snyder. Non, mais ça veut rien dire. Hein. Non, mais faut que je le vois. Mais donc ça, voilà, donc le bouffon vert est vaincu parce que oui, bah, notre cher Dane DeHaan là, qui joue, enfin qui essaye. Il joue bien. Non, non, non. Non, il joue bien quand il est lui-même. Il joue bien quand il est. Quand il est barré. Quand il est Harry Osborn, il joue très bien. En bouffon vert, c'est du surjeu. Mais il est dans la folie, tu vas me dire. La folie de la survie et tout. Bien aimé. Et comparé à James Franco. Et surtout, mais je vois pas comment tu peux comparer. Enfin, là, non, mais ça. Bah, je veux bien. Moi, le souci, il est là, c'est que pourquoi tu fais revenir ce personnage qui a tant été apprécié avant? C'est casse-gueule, hein, sur le papier. Oui, enfin bon. Tu faisais Mysterio à la place. Oui, mais enfin, Mysterio. Oui, non, mais d'accord, mais là, il y a quand même un lien avec entre ton méchant et ton personnage. Parce que là, justement, tout ce lien avec Harry Osborn, qui est intéressant sur le papier, c'est du calque, un peu, pas trop, quand même un peu, en moins bien que la trilogie Spider-Man. Donc, il joue pas mal, hein, Dane DeHaan, quand il est le fils du père. Voilà. Après, la malédiction des Osborn. Je veux pas être méchant, mais j'aime beaucoup la trilogie de Sam Raimi, mais le personnage de Harry, des fois, quand même, selon les films. Hein, ah oui, mais il y a un build-up. Il y a un build-up, mais le build-up, des fois, quand même, se déconstruit, notamment avec le 3, et puis des fois, le personnage est quand même un peu. Et pas très sensé, je veux dire, quand tu connais toute l'histoire avec le père, avec Spider-Man. Oui, mais des fois, c'est un peu. Il joue bien, hein, parce que c'est un ado. Oui, bon, d'accord, mais je suis pas être un ado pour être instable dans son écriture de personnage quand même. Mais bon, là, il a pas le temps. Disons. Là, il a pas le temps d'être instable parce qu'il y a. Ah oui, mais là, ça y est, c'est le patron, il arrive. Oui, mais moi j'aime bien justement. En gros, voilà, on anticipe les choses. Norman Osborn est mort. Au moins là, on ne trouve pas Norman Osborn. Et puis je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve qu'on met beaucoup de la lumière sur le fils. Là où on peut reprocher peut-être notamment à Spider-Man 3 tout simplement de placer Harry Osborn sous le prisme absolu du père, mais à un moment Norman Osborn est mort depuis 2 films, donc à un moment c'est bon quoi, tu vois, c'est le même problème. C'est le même problème que Spider-Man 3 ici pour moi, un peu. Mais voilà. Par contre, oui, bon, on est d'accord que sur la fin ils sont dans la folie parce qu'il perd son père, il se rend compte qu'il a la malédiction du père qui va crever, et donc il doit à tout prix survivre en récupérant le sang de Spider-Man parce qu'il imagine que c'est pas qu'il imagine, mais c'est vrai que par voie de conséquence, ce qu'il dit est plus ou moins logique, mais nous en même temps on a l'information qui stipule le contraire. Et oui, parce que les parents de Spider-Man, enfin le père à travers cette vidéo post-mortem, parce qu'il est bien mort. Il est bien mort. Maintenant, hein. Bien mort, oui. Techniquement, oui. Et du coup, il annonce à son fils que s'il avait mis son sang, son ADN dans les trucs d'araignée. Donc c'est normal que si un Parker se piquait, c'est logique qu'il survive, mais quiconque n'est pas un Parker ne peut survivre. Exactement. Et on en revient avant, du coup, au méchant qui aurait dû être, à mon avis, le méchant principal, parce qu'il partait très bien dans le développement. Moi j'aime bien ce genre de méchant qui est méchant. Oui, mais ce méchant doit être manipulé. Il doit être manipulé, ce méchant. C'est ça le problème, c'est qu'on rentre dans le cliché du méchant qui est perdu parce qu'il est seul, abandonné de tous, qui va être manipulé par quelqu'un. Non. Mais bon, ce méchant qui est Electro, je t'ai coupé. Qui s'appelle Max. Max Dillon. Matt Dillon, c'est un acteur. C'est Megamax. C'est Megamax, Gigamax, Gigapower. Giga pour. Comme c'est vrai, oui, qui est très électrique. Donc, c'est une référence, je sais pas si je dis une bêtise, je crois que c'est Monsieur Manhattan, qui est un peu comme ça dans Watchmen. Tu verras. Oui, d'accord. Et à un moment, les mecs qui passent dans les circuits en mode électrique, et moi ça m'a rappelé un film que tu adores, ou pas, Gremlins 2 avec un des Gremlins. Oh non. Le meilleur des deux, évidemment. Mais non, c'est le meilleur des deux. Le 2. Votez 1. Voilà, dites dans les commentaires si vous préférez Gremlins 1 ou Gremlins 2. Votez 1, votez 2. Je sais que la plupart des gens préfèrent le 1. Mais bon, bref. Oui, parce que nous avons du goût. Je rigole. Donc, ce Max Dillon, Megamax Dillon, du coup, c'est intéressant parce que il se déconstruit tout seul par sa propre schizophrénie. Il est fan de Spider-Man, mais surtout qu'il est isolé. Et il est vraiment, il n'a pas d'amis, il n'est pas considéré à son travail. Mal entouré ou pas entouré, en effet. C'est le geek de service isolé. Alors là, il y a des clichés. L'ami Capitaine Critique n'aime pas ce genre de clichés, je le sais. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas aimé le film aussi d'ailleurs. Tu peux nous le dire dans les commentaires, Cap. C'est marrant. Mais par contre, moi, voilà, le côté désespoir ultime. Et il est fan de Spider-Man. À un moment, il va croire que Spider-Man va avoir besoin de lui. Puis quand il va le revoir plus tard en électro, non. Et c'est comme ça qu'il pète un plomb. Mais ce qui est très très fort, c'est que là, attention, c'est pas le lézard et tout, c'est donc Anguille-Man. Ah oui, pardon. Des anguilles mutantes, très méchantes, on se croirait dans Alien, dans le bassin.
C'est terrible. Ah oui, là, c'est vrai qu'on croit que tout va bien se passer, alors qu'initialement, tu sens que la chose va mal se mettre et tu dis, ah tiens, on essaie de nous piéger. Et puis, la terrible nouvelle arrive, et puis l'homme devient une créature. Enfin, non, l'homme reste l'homme en réalité, mais différent, évidemment. C'est un monstre. Il fait peur à tout le monde. C'est un monstre, mais alors là, c'est vraiment la meilleure scène du film, elle est là pour moi. C'est qu'en tant que monstre, il se révèle aux yeux des autres une célébrité, il est heureux d'être ce qu'il est, voilà. alors qu'il est défiguré, monstre, etc. D'ailleurs, après, ça sera un peu la créature de Frankenstein, du docteur plus ou moins... Ah oui, Kafka. Oui, le docteur Kafka, ils l'ont appelé Kafka. C'est la métamorphose de Kafka, si vous voulez. C'est un bouquin. Oui, je sais. Kakar la queue en allemand, je connais bien. Ouais, tu vois, c'est qu'il y a là-dedans. À ce moment-là... j'ai vu aucun Snyder, mais alors j'ai lu des bouquins allemands. À ce moment-là, ça aurait pas dû être une anguille, ça aurait dû être un cafard. Ah bah oui. Ça aurait été drôle, du coup. Non mais sérieusement, oui. Non mais c'est bien. Mais le problème, c'est que on aurait dû encore plus aller plus loin, voilà, et que ça aurait dû être le seul vrai antagoniste. À la rigueur, qu'il soit manipulé par quelqu'un, mais pas que ce manipuleur devienne un autre méchant... Lateur, oui. Lateur, oui, manipulateur. Mais non, mais voilà, après ça fait un peu surdose à la fin, etc. Mais bon, puis il y a quand même des scènes iconiques, hein, quand avant de mourir, il joue au flipper, là, poum poum, avec de la musique. Oui, alors musique électro. Oui. Bon bah là. Et avec la composition de Hans Zimmer. Très bon. Qui même s'il n'est pas inspiré à fond sur toutes les... Non, attention, j'ai pas fini. Sur tous les thèmes, il nous offre des très bons thèmes. Ah ouais, j'adore sa musique. Je l'écoute régulièrement, donc c'est top. La compo est très importante dans le film, c'est le cas. Mais Hans Zimmer, c'est quand même un des meilleurs compositeurs de ces 10 dernières années. Voilà. J'ai jamais dit le contraire. Mais c'est vrai, des fois, il a le don de réutiliser quelques thèmes et tout. Mais bon, comme beaucoup. Allez, le boulot là. Il n'est pas le seul, hein. John Williams fait ça aussi. Ah oui, oh là là. oui. Mais bon, voilà. Donc, as-tu d'autres choses à rajouter à The Spoiler? Je sais pas. Non, pas spécialement. Non. C'est dommage qu'on n'ait pas un 3, mais bon, c'est toujours. Oui, bah c'est ça. Bah là, c'est ça le problème. Pour moi, c'est ça le problème du film. Voilà, c'est ça. C'est le problème du film, mais qui n'est pas le problème du film en lui-même. C'est le problème contractuel, les studios, l'argent. Sony, Marvel, Disney. Soi-disant le box-office qui ne convenait pas. Enfin bon. Enfin, ils avaient, à mon avis, il y avait déjà dans les tuyaux d'incorporer dans les MCU. Donc ils se sont dit, allez, on va inventer l'excuse du box-office qui était pourtant très acceptable, mais c'est pas grave. Et oui, parce qu'apparemment, il aurait dû avoir un film sur les Sinister Six, que sûrement ce sera appelé The Amazing Spider-Man 3 versus Sinister Six. Avec Black Cat d'ailleurs, voilà. Avec Black Cat, parce qu'à Felicity Jones, ça ne sert à rien dans le film là. Mais elle sert un peu à Harry, mais on attendait, on aurait aimé voir ce qui allait suivre. Elle sert de modèle à perruque aussi, parce qu'elle a ses perruques brunes, hein, voilà. Mais Black Cat, c'est un peu comme Cruella, hein, t'as la perruque blonde avec Mastone et puis qu'est-ce que j'allais dire, qui aurait dû être réalisé le 3. Apparemment, Mark Webb ne serait pas revenu pour le 3, ou on ne sait pas, ça aurait été Drew Goddard, voilà, le fameux. Bon voilà. Goddard. Tu n'as pas vu Saltan à l'hôtel Royal ou la cabane dans les bois? Voilà, non. Bon, ça t'intéresse, je pense. D'accord. Mais du coup, on l'aura jamais. Est de retour. On l'aura jamais, sauf si évidemment le MCU décide d'aller explorer ces univers multivers. Peut-être en décembre. Peut-être en décembre, si le film n'est pas reporté, on ne sait jamais. Ah oui. Super bien. Et du coup, on vous le dit d'ailleurs là, hein, on n'a pas vu le trailer du prochain Spider-Man. Si on pouvait éviter de nous donner des infos, ça serait sympa aussi. Attention du coup. Oui, pardon. On fait quoi? On ferme. La zone spoiler. Voilà. Pour donner notre conclusion, notre avis final sur ce film. Alors vas-y, conclue en beauté, donne aux gens envie de voir ce Amazing Spider-Man. Le destin, et je m'arrêterai là pour pas me tromper. Le destin d'un héros. Eh bien, moi j'aime beaucoup ce film, je maintiens. Pour moi, si on oublie ces histoires de suite, si on oublie l'idée qu'on aurait aimé avoir une trilogie, si je prends ce film vraiment, et uniquement celui-ci, bon évidemment avec le souvenir du précédent, c'est quand même la suite logique, mais c'est le minimum syndical, c'est vraiment pour moi excellent, c'est vrai, super musique, super mise en scène, pour moi super scénario, super personnage, super écriture et super chèque que j'ai reçu de la part de Sony. Voilà. Et 9 sur 10. Ah bah oui, donc 9 sur 10 du coup, pour toi. Bah moi, voilà, tu vois, c'est 9 doigts. On en va enlever un, on va en enlever un deuxième. Pardon, non, parce que si j'enlève pas les bons doigts, ça va faire un petit peu méchant. 6 sur 10. Ah bah ça va, ça, c'est bien. Non, parce que c'est généreux, on peut pas, voilà, dans un film de super-héros, on a ce qu'on veut aussi, un peu sur le papier. Voilà. La romance qui est pas lourde et plutôt même gérée admirablement plus subtile que le premier, là, voilà. Donc
on comprend pourquoi c'était exploité sur le premier film, au visionnage de ce deuxième. Cependant, bah, à la fin, bon, je parle même pas parce qu'il n'y a pas de suite, c'est juste que trop de... Voilà, on va pas revenir à la spoiler. C'est vraiment la seule chose qui me dérange, tu veux. Ouais, mais ça gâche quand même un des antagonistes pour moi, parce que bah, allez hop, au revoir, et puis on va passer à l'autre, parce que c'est comme dans un jeu vidéo, hop, mais non, mais hop, ça c'est pour le boss final après. Hein. Je sais pas très bien de quoi vous parlez, mais bon. Je connais pas les jeux vidéo. Et à part Minecraft, quoi. Oui, voilà. Ça me rend malade. C'est vrai, au bout de 30 minutes, là, je vomis partout. Quand il y aura Minecraft le film, tu vas adorer. Oui, parce que c'est toujours prévu. Ouais, j'amènerai mon masque pour pouvoir déranger et n'intoxiquer personne. C'était prévu avec Steve Carell d'ailleurs, apparemment. Voilà. Je sais pas si c'était toujours dans les projets. Non, mais sérieusement, c'est pas un mauvais film, ça sert à rien de le démolir ultimement, mais... Pour moi, c'est un grand film. C'est quand même le bazar pour plein de raisons. Et bon, après, j'ai pas parlé de Andrew Garfield, mais... Ça va, il joue pas mal, il est bon dans l'instinct dramatique. Mais j'ai du mal à le visualiser en tant que Spider-Man, toujours, mais... Ah, c'est marrant, ça, mais je comprends. Ah oui, mais en même temps, je le découvre. Bah, déjà, après Tobey Maguire, oui, mais même après Tom Holland. Mais c'est compliqué, oui, voilà, quand il est trop vieux. Il était trop vieux, déjà. Ils étaient tous trop vieux, à part Tom Holland, ils sont tous trop vieux. Oui, c'est vrai. Mais bon, au moins, ça a servi, ce film a servi à Andrew Garfield pour avoir une relation avec Emma Stone. C'est ça. Et puis moi, ça me fait ça avec Batman, c'est-à-dire que Michael Keaton... Non, mais Michael Keaton, pour moi, c'est le vrai Batman, et puis ceux qui embrayent dans les années 90. Hein. Ce sont pas des... Ouais, tu vois, les Christian Bale ou les Ben Affleck. Non, pas Christian Bale. Non, ni Ben Affleck, non, des années 90, là. Val Kilmer et George Clooney. Ah non, pas... Non, mais bon, on verra ce que ça donne, private joke entre nous, quand Mark Lavoine reprendra le rôle de Batman, parce qu'il parle un peu... Comme ça. Préparez-vous. Voilà. Mais bon, c'est une blague évidemment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. Du film. De ce film. Car franchement, oui, c'est un quasi chef-d'œuvre. Pour toi. Oui. Mais voilà. Non mais voilà. Lâchez-vous en commentaire que vous ayez aimé, détesté, que vous vous en fichiez, c'est pas grave, parlez-en quand même. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Pas de signal. Ah